Lundi, le 14 décembre 2020, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal à la télé Renaissance. Les titres d'abord. C'est une lueur d'espoir. Le vaccin contre la pandémie du Covid-19 a commencé ce lundi en Amérique. Il est aussi en cours au Royaume-Uni et au Canada. Ailleurs, la pandémie continue de se propager. Nous aurons quelques détails avec nos reporters. Les massacres du 11 et 12 décembre 2015 ne resteront pas impunis comme d'autres crimes graves. Les avocats des victimes qui ont porté plainte dans les cours et tribunaux étrangers tranquillisent les familles des victimes. Les manifestations de ce samedi dernier dans certaines villes du Burundi n'auraient pas la seule signification du retrait du Burundi sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi elles auraient le sens de se moquer aux deux familles des victimes des crimes du 12 décembre 2015. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour, ce vendredi qu'a eu lieu une messe en mémoire des victimes tuées en date du 11 et 12 décembre 2015. Ces dernières étaient issues des quartiers accusés de contestataires du troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza. C'est un représailles aux attaques perpétrées contre 4 camps militaires. Deninda Ikengulukie pour les détails. C'était dans une messe mémoire des personnes, principalement des jeunes assassinés dans les quartiers de Musaga, Nyakabiga, Chibitoke, Ngagara Mutakura et Jabe. Les quartiers accusés d'avoir participé dans les manifestations contre le troisième mandat du fait Pierre Nkurunziza. Dans son homélie, le prêtre Mameri Haromukiza demande à tout chacun de garder espoir. Mes frères et enfants de Dieu, ici présents, il n'y a d'autre sauveur que Jésus, lui seul, qui peut nous consoler en vérité. Frères en Christ, ayez la foi en Dieu. C'est lui qui est le roi le plus puissant. Acceptez sa volonté afin que vous accomplissiez vos devoirs et puis combattez toute idéologie divisionniste. De son côté, Jérôme Nibigira, l'un des organisateurs de cette activité, indique que c'est une façon de consoler les familles qui ont perdu le leur et qui n'ont pas même eu l'occasion de les enterrer dignement. En 2015, en date du 11 et 12 décembre, il y a eu des massacres dans le quartier de Bujumbura. Et aussi, dans la province de Bujumbura, il y a aussi des massacres. Donc cette messe était pour prier pour ces jeunes assassinés, mais aussi pour prier pour le Burundi, pour que le Burundi ait la paix. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui n'ont pas de paix. Donc aujourd'hui, c'était la messe de mémoire pour ne pas oublier ce qui s'est passé à ces dates-là. Donc c'est un devoir pour se souvenir de ce qui s'est passé, mais aussi de prier pour qu'il y ait la paix, pour que l'opération burundaise ait la paix, mais aussi pour que nous nous souvenions de ce qui s'est passé. Et d'abord aujourd'hui, il y a des familles qui ne sont pas au courant de où a été enterré les leurs. Donc aujourd'hui alors, c'est une façon aussi de donner l'espoir à ces familles-là, mais aussi nous savons que ces jeunes-là assassinés n'ont pas été assassinés parce qu'ils étaient des combattants. Cette messe s'est clôturée par l'échange des bougies allumées, symbole d'un espoir d'un lendemain meilleur. Merci à Denis Ndaïkenguruki. Ceux qui ont commis les crimes en date du 11 décembre 2015, tôt ou tard, ils seront punis par la loi. Ce sont les propos de Gustave Nyonzima, avocat, le jour de la commémoration de ces massacres. Gustave Nyonzima demande à toutes les familles qui ont perdu les leurs durant cette période de rester unies parce que la justice finira par triompher. Gustave Nyonzima. Il y a 5 ans, ces innocents ont été de fond en comble massacrés. Et maintenant, il y a des dossiers qui sont devant les cours des tribunaux internationaux. Et il faut que les familles gardent le tonus
de pouvoir combattre le pouvoir en place. Rien n'est perdu. Tôt ou tard, la justice triomphera et ils recouvreront cette justice au niveau des juridictions internationales, même si la nôtre traîne les pieds face à une inertie de pouvoir instruire les dossiers. Et nous interpellons toute la communauté internationale afin d'inciter beaucoup plus le pouvoir actuel au Burundi pour qu'il y ait justice de ces victimes des massacres du 11 et du 12 décembre 2015. Justement, à l'occasion de cette commémoration des 5 années passées après les massacres du 11 et 12 décembre 2015 à Bujumbura, l'association des Burundais du Canada, le FOCODE, la Fraternité et le Mouvement international de la jeunesse burundaise ont sorti samedi dernier une déclaration condamnant l'impunité qui a suivi les massacres des civils innocents. Pacifique Ninahazwe, qui parle au nom de ces associations, demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur les crimes qui ont été commis à Pacifique Ninahazwe. Suivez. Cette déclaration a été sortie samedi dernier à la suite de la conférence organisée par nos 4 organisations en mémoire des victimes des crimes extrêmement graves commis les 11 et 12 décembre 2015, crimes contre l'humanité, communément appelés 12-12 massacres, crimes commis par des éléments de l'armée burundaise, des éléments de la police nationale du Burundi, des éléments de la milice Imbonerakure, mais aussi des éléments du service national de renseignement. Et ici, je rappelle qu'il s'agit d'assassinats, de meurtres, d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, mais aussi de viols des femmes et des filles dans les quartiers réputés contestataires du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Cette déclaration s'adresse d'abord au gouvernement du Burundi pour demander la lumière et la justice sur ces atrocités des 11 et 12 décembre 2015. Elle s'adresse également à la Cour pénale internationale pour demander que cette Cour continue à accorder beaucoup d'attention à ces crimes extrêmement graves, à ces atrocités commises dans le 12-12 massacre. Nous demandons que cette Cour finalement sorte des mandats d'arrêt contre les auteurs de ces crimes extrêmement graves. Nous nous sommes aussi adressés aux Nations Unies et à l'Union africaine pour demander que l'exigence de responsabilité et l'exigence de justice ne soient pas sacrifiées dans le processus de normalisation avec les nouvelles autorités du Burundi. C'est enfin pour nous une occasion d'exprimer notre solidarité avec les familles des victimes des atrocités du 11 et 12 décembre 2015, une façon de leur dire, aux familles que nous restons debout avec elles et que nous allons continuer à demander la vérité et la justice sur toutes ces atrocités. À côté de la commémoration des massacres du 11 et 12, c'était inévitable. Le gouvernement burundais a organisé samedi des marches et manifestations à travers le pays. Objectif, remercier les Nations Unies pour le retrait du Burundi de l'agenda de ce Conseil de sécurité. La participation aux manifestations était obligatoire. Franck Kaz. Ces marches-manifestations ont eu lieu dans les villes de Gitega, Bujumbura et Ngozi. Les manifestants arboraient des banderoles de partis politiques et d'organisations de la société civile proches du pouvoir et entonnaient des slogans et des chants en reconnaissance du retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. Les discours ont été tenus par les représentants de ces organisations, comme à Gitega, la capitale politique, où François-Xavier Ndaruzaniye, qui représentait la Ligue Izere Nuihebure, a affirmé que la décision a été prise grâce aux multiples manifestations qu'ils organisent. Finalement, les marches que nous organisons, notre voix et nos idées ont fini par être entendues et ils nous ont compris. Nous saluons cette décision. C'est une victoire pour nous tous. Les manifestants ont exhorté l'Union européenne d'emboîter le pas à l'ONU en levant les sanctions qu'elle a prises contre le Burundi. Une foule nombreuse avait répondu à l'appel dans les 3 villes. Mais difficile de savoir ce qui s'y était rendu volontairement. À Bujumbura, par exemple, la police a dû battre les gens pour les forcer à monter dans les camions.
Dans le communiqué qui invitait tous les Burundais aux manifestations, il était indiqué que quiconque ne s'y rendrait pas sera considéré comme un ennemi de l'État. Organiser les manifestations en date du 12 décembre a une signification très importante dans le régime des CNDD-FDD. Cette date rappelle les crimes horribles qui ont été commis par le régime burundais le 12 décembre 2015. C'est ce qu'indique Pacifique Nhazo, le président du FOCODE. Il fait son constat au moment où ce samedi, les manifestations dans certaines provinces du pays pour chanter la victoire du retrait du Burundi à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU ont été organisées. Selon lui, ces manifestations étaient pour chanter la victoire des crimes de 2015 dans certains quartiers de Bujumbura. C'est une date qui rappelle les crimes horribles commis par le régime burundais le 12 décembre 2015. C'est donc une journée, un jour de deuil pour plusieurs familles et le pouvoir, lui, en profite pour en faire un jour de festivité. Vous vous souvenez que le 12 décembre 2015 déjà, alors que le pouvoir, les services de la mairie de Bujumbura venaient de récupérer des centaines de cadavres de jeunes tués dans les quartiers de Bujumbura, alors que dans plusieurs familles, des femmes, des filles avaient été violées, le régime a organisé une autre manifestation dite de victoire dans les rues de Bujumbura. Le 12 décembre 2017, le président Pierre Nkurunziza a lancé des activités relatives au référendum constitutionnel. Et vous vous souvenez qu'il s'agit d'une constitution qui a enterré l'accord d'Arusha. Et voilà, Nkurunziza avait aussi choisi cette date pour organiser des festivités. Et voilà, encore une fois aujourd'hui, le régime organise d'autres festivités, une marche pour célébrer la victoire. Mais de quelle victoire s'agit-il? C'est ça la deuxième interrogation. Parce que le fait de dire que le Burundi n'est plus inscrit sur l'agenda du Conseil de sécurité n'est pas en soi une victoire. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un Conseil de sécurité qui fait le constat que ce genre de réunion, d'abord, ne se tenait plus régulièrement parce que le Burundi s'y opposait, mais ensuite, ce sont des réunions qui étaient devenues inefficaces, qui ne servaient plus à rien puisque les autorités du Burundi n'écoutaient pas la communauté internationale, n'écoutaient pas le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je me dis que le Conseil se dit, maintenant, tendons la main à ce régime pour voir si cette fois-ci, les autorités peuvent écouter. Puisque le plus essentiel, ce n'est pas le fait d'enlever le Burundi sur l'agenda, mais c'est de voir ce que dit la décision sur les principales préoccupations du Conseil. On dit les violations graves des droits de l'homme continuent au Burundi. On dit il y a encore une fois le besoin de se mobiliser pour faire respecter l'accord d'Arusha. On dit encore une fois le besoin d'organisation d'un dialogue politique au Burundi. Mais ce sont les mêmes préoccupations qui étaient là au début de la crise. Donc, il n'y a rien à fêter. Ça signifie que le Burundi reste toujours problématique. Je me pose aussi la question de ce genre de manifestation dans un pays qui a interdit les manifestations de tous les autres acteurs. Dans cette situation, que signifie une manifestation forcée lorsque les autres forces vives de la nation n'ont pas le droit de manifester dans un pays? L'activiste des droits de l'homme et chanteuse burundaise Quand Janine demande la libération immédiate et sans condition des défenseurs des droits de l'homme Jean-Marie Lukuki. Dans une campagne lancée par cet activiste, elle demande l'intervention de tout un chacun pour refuser l'injustice d'où qu'elle vient et sous toute forme. Suivez Quand Janine. Faut-il qu'un État soit à ce point à la dérive pour condamner un homme à 32 ans de prison ferme pour des inepties telles que atteinte à la sécurité de l'État et attaque contre le chef de l'État? Faut-il qu'il se sente à ce point vulnérable pour se sentir menacé par un homme seul? Je joins ma voix à celle d'Amnesty International pour réclamer la libération immédiate et inconditionnelle de Jean-Marie Lukuki et l'annulation de tous les chefs d'accusation aussi infondés et insensés qui lui sont imputés. Nous exigeons aussi que l'État burundais cesse de cibler et de persécuter tous les défenseurs des droits. Soyons nombreux à nous joindre à cette campagne pour exprimer notre refus de l'injustice
d'où qu'elles viennent et sous toutes ses formes. À côté du défenseur des droits humains Jaromé Rukuki, les 4 reporters et 10 journalistes Iwachu sont emprisonnés depuis 420 jours. Dans la prison de Bubanza, ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'un million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils sont rendus à la commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikaze, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Ejide Herimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse les libérations parce qu'ils sont en prison pour leur métier. Santé à présent, la campagne de vaccination contre la COVID-19 commence ce lundi 14 décembre cette année aux États-Unis d'Amérique. Le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 95%. Il est déjà utilisé dans certains pays, dont l'Angleterre et le Canada. Le vaccin intervient alors que cette pandémie continue de se propager un peu partout au monde. Le point avec Winnie Nkurunziza. Ce samedi 12 décembre, les autorités américaines ont officiellement annoncé que les premiers lots de vaccins Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 arriveront ce lundi 14 décembre. Il est prévu que ce vaccin soit distribué dans tous les centres de vaccination du pays pour commencer immédiatement à être administré aux Américains. L'Agence américaine des médicaments a aussi confirmé avoir donné sa bénédiction au vaccin. Les centres de prévention et de lutte contre les maladies CDC ont recommandé que les pensionnaires des maisons de retraite et les professionnels du secteur de la santé soient prioritaires. Le vaccin Pfizer est efficace à 95%, ce qui signifie qu'il réduit de temps les chances de contracter le Covid-19. Il a déjà commencé à être administré au Royaume-Uni et une poignée d'autres pays comme le Canada. Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,6 million de morts. Lundi 14 décembre, 1 613 260 décès étaient ainsi recensés à travers la planète pour 72 266 665 cas selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 296 795 morts pour 15 618 438 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte 181 402 morts pour 6 901 952 cas et de l'Inde qui en déplore pour sa part 143 355 décès, dont 9 884 100 cas. En Europe, ce sont l'Italie avec 64 520 morts, le Royaume-Uni avec 64 267 morts, la France 58 015, l'Espagne avec 47 624 qui ont jusqu'à présent été les plus durement frappés. En Asie, l'Iran est le pays le plus endeuillé avec 52 196 décès. En Amérique du Sud, outre le Brésil, l'Argentine avec 40 766 morts, la Colombie avec 39 053 morts et le Pérou avec 36 544 morts. En Afrique, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie. Depuis le début de la pandémie, ce pays compte un total de 22 600 morts. Dans la sous-région, le Rwanda connaît une recrudescence de la pandémie dans ces jours. Voilà, c'est par cette nouvelle que je clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au prochain rendez-vous.